Xavier Niel, le milliardaire Xavier Niel, vient de signer une convention avec l'Éducation nationale qui va permettre à des professeurs d'une école privée qui s'appelle l'école 42 de dispenser des cours d'algorithme et de codage informatique dans l'éducation nationale, dans les établissements secondaires. Que vous inspire cette information, d'ailleurs, qui a été très peu relayée dans les médias? Oui, toutes les informations importantes passent à l'as, hein, et ce sont des vrais changements, ils sont considérables. Je suis un peu peiné de m'être trompé sur Jean-Michel Blanquer, enfin je ne sais pas si je me suis trompé, mais disons que quand Jean-Michel Blanquer est arrivé à la tête de l'Éducation nationale et qu'il a eu quelques formules que j'ai trouvées bien senties, on se dit « Ah, j'allais dire un président de la République, un ministre de l'Éducation nationale qui nous dit qu'il va falloir apprendre à lire, à écrire, à compter et à penser à l'école », on se dit « Formidable !» Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une pareille bonne nouvelle, et le personnage est intéressant. Il m'invite à déjeuner, je lui dis « Mais moi, je fais un principe de ne jamais rencontrer les ministres en exercice ». Et il me dit « Non, j'aime beaucoup ce que vous faites, vos livres, et puis je pense que la philosophie, ce que vous avez fait à l'université populaire, ce serait bien qu'on en parle. » Je dis « Oui, ce serait très bien que vous puissiez enseigner la philo, enfin faire de telle sorte qu'on enseigne la philo dans les classes primaires. Oui, c'est formidable, ça m'intéresse, etc. » Bon, je dis « D'accord, je viens, mais je viens pas avec 15 personnes, on fait ça tranquillement, tous les deux. » Et puis il me dit « Oui, on s'est rencontrés, on a eu un déjeuner extrêmement intéressant. » Où il a été formidable, où il dit que c'était formidable mes idées, que si je pouvais lui faire quelques notes, etc. Je lui ai envoyé des notes, il n'en a jamais rien fait. C'est une chose, c'est pas grave, c'est un ministre. Mais par la suite, on a vu que le personnage s'est mis à changer de bord d'une certaine manière. Alors, il y a peut-être un peu de politique politicienne dans cette aventure. Il a pu imaginer que peut-être il serait un Premier ministre potentiel et qu'il fallait payer tout ça, de sa personne, de sa vertu politique. Je ne sais pas, on peut imaginer ce genre de choses. Toujours est-il qu'on l'a vu très courtisan auprès d'Emmanuel Macron, et puis de plus en plus macronien dans ce qu'il y avait de moins intéressant chez Macron, c'est peu dire. Et donc, on a vu le personnage un peu illisible qui donnait des gages un peu à tout le monde, hein, qui faisait du en même temps, quoi. Et voilà ce monsieur qui nous fait du en même temps, nous disant on va avoir d'un côté les fondamentaux auxquels il faut souscrire, lire, écrire, compter, et puis en même temps le contraire des fondamentaux. C'est-à-dire M. Niel, avec sa proposition, lui encore, lui toujours, une proposition transhumaniste. Jean-Michel Blanquer a détruit le bac, alors on dit pas bon, on arrête le bac, ce serait trop gros, donc d'un seul coup on dit bon, on va faire du contrôle continu, on va faire du contrôle terminal, du présentiel, du distanciel. Moi j'ai pas entendu le ministre dire je démissionne parce que il n'est pas pensable qu'on arrête les écoles pendant que le Covid a lieu. Moi je l'ai fait savoir. En son temps, c'est facile, hein, je dis des choses qui sont datées, donc on peut dire, quand je l'ai dit, je dis attention, il y a une fenêtre de tir dans le cerveau d'un enfant, et quand la fenêtre de tir est partie, a disparu, ce qui n'a pas été appris pendant ce temps-là ne sera jamais appris. J'avais cité d'ailleurs Jean-Pierre Changeux, à qui je dois ces informations-là, L'homme neuronal est un très grand livre, et j'ai dit, on ne peut pas laisser les enfants qui sont en âge d'apprendre à lire, à écrire, dans cette fenêtre de tir, 4, 5, 6 ans, ça dépend des individus, pendant une année sans scolarité, sans que ça produise des effets considérables. Je viens de lire aujourd'hui que 30 et 40% des possibilités cognitives des enfants avaient disparu pendant cette année-là. C'est-à-dire que ce monsieur va laisser une trace dans l'histoire comme étant le ministre qui n'a pas réussi à obtenir que des enfants puissent être éduqués, nonobstant ce qui se passait à ce moment-là. On se débrouille, on invente des choses, mais sûrement pas dire vous rentrez chez vous et puis à l'âge où vous êtes censé apprendre à lire et à écrire, eh bien vous allez regarder la télévision pendant que vos parents regarderont la télévision éventuellement avec vous, et puis tant pis pour vous, quoi. Vous apprendrez à écrire et à lire plus tard, 3 ou 4 ans plus tard, sauf que non. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Donc on a fabriqué. Je ne dirais pas qu'il les a fabriqués sciemment, mais on a fabriqué des crétins et c'est assez catastrophique. Là, pour le coup, avec Niel, on va fabriquer des crétins, mais sciemment. Si le ministre pense que dans l'école, comme elle fonctionne, on apprend à lire, à écrire, à compter, à penser, ça fait 4 ans, je crois, qu'il est ministre à ce poste-là, je pense qu'il n'a pas fait grand-chose qui aille dans ce sens, et même plutôt le contraire. Je pense qu'il a fait beaucoup pour aller dans le sens inverse. Là, il est en train de détruire franchement le bac en disant « Bon, allez, globalement, on va faire du contrôle continu. » Moi, je sais ce que c'est, hein, qu'être prof, je l'ai été 20 ans. Le contrôle continu, c'est vous qui mettez les notes. Hein. Ça va bien si vous mettez des bonnes notes. Si vous mettez des mauvaises notes, c'est pas facile de rentrer dans la classe quand vous avez mis 2, 3, une copie qui valait 2 ou 3. Et aujourd'hui, c'est encore moins facile quand vous risquez de vous prendre un coup de couteau, soit votre voiture, soit vous-même, soit vous faire décapiter, parce que si vous avez mis une mauvaise note à quelqu'un qui n'est pas de la bonne couleur, qui n'est pas de la bonne religion, qui n'est pas du bon sexe, je ne sais quoi, vous allez passer
passer pour raciste, pour antisémite, pour homophobe, pour je ne sais quoi. Et à ce moment-là, vous allez vous apercevoir que pour avoir la paix et la tranquillité, puisque de toute façon, vous n'êtes plus soutenu par les conseillers principaux d'éducation, comme on dit, à mon époque, on appelait ça des surveillants généraux, vous n'êtes pas soutenu non plus par la direction, pas de vague. Et moi, si je veux avoir un lycée après avoir été patronne ou patron d'un collège, il faut quand même que je donne des gages, pas de bruit dans mon école, donc on laisse faire. On voit bien effectivement qu'à l'école, tout s'effondre, on n'apprend pas à lire, à écrire, à compter, à penser, mais nous allons très tôt apprendre à coder. Formidable, nous allons apprendre à coder. C'est-à-dire que les enfants qui ne savent même pas écrire une phrase en français, qui tiennent leur stylo comme s'ils avaient des moignons dans la main, chaque fois qu'il y a des reportages à la télévision, évidemment les rentrées scolaires, on voit des enfants qui tirent la langue et qui sont en train d'écrire, on voit parfois des adultes, on se dit mais comment ont-ils appris à écrire? On leur a dit un jour, ça c'est un crayon, prenez-le, et puis écrivez comme vous pouvez, et puis on voit ce qu'ils sont en train d'écrire, c'est considérable. Formidable, on ne sait plus tenir un crayon, on ne sait plus utiliser un crayon, on ne sait plus rédiger, mais même simplement le graphisme. Alors évidemment, on ne sait pas penser, on ne sait pas réfléchir, il n'est pas question d'apprendre des poésies, c'est fasciste, il n'est pas question d'apprendre la grammaire, la syntaxe, l'orthographe, c'est fasciste, il n'est pas question d'apprendre tout ça, mais on va encore enlever le temps qui est censé être consacré à ces apprentissages de fondamentaux pour apprendre pour le coup à faire du codage. Est-ce qu'à 8 ans, on peut vraiment apprendre à faire du codage? Et on nous invite à réfléchir à la question de la pensée algorithmique. Formidable! Les enfants qui ne savent pas ce qui distingue un conditionnel d'un futur vont travailler sur la pensée algorithmique dès l'âge de 8 ans. La pensée algorithmique, c'est pas très compliqué, hein. Vous fabriquez des algorithmes et puis ça vous permet de faire une espèce d'entonnoir et à un moment donné, où quand on traite la totalité des informations, on finit par savoir qui pense bien, qui pense mal, qui croit bien, qui croit mal, qui consomme bien, qui consomme mal, et au bout du compte, vous avez à la sortie de l'entonnoir des noms qui vous arrivent en disant ben voilà, la pensée algorithmique avec des 0 et des 1, et encore, quand on ne sera plus au binaire et qu'on sera avec des ordinateurs quantiques, ça ira encore beaucoup plus vite, ce sera encore beaucoup plus subtil et ce sera encore beaucoup plus policier. Eh bien la pensée algorithmique, c'est la pensée qui permet d'enfermer la réflexion de chacun, la subjectivité de chacun, dans des datas qui sont susceptibles d'être, même pas susceptibles d'être piratées, qui sont possédées par des gens qui, à partir d'eux, peuvent fabriquer du consentement, peuvent fabriquer de l'opinion. La pensée algorithmique, c'est ce qui permet aux puissants d'assujettir les moins puissants, donc pour le coup les impuissants, disons-le comme ça. On avance à grands pas vers une fabrication d'illettrés. Moi je l'ai dit, nous allons vers une société égyptienne où nous aurons quelques scribes qui sauront lire, écrire, compter et penser, pendant qu'on aura une multitude d'illettrés. Et des gens qui vont s'initier à la pensée algorithmique à l'âge de 8 ans, mais qui à l'âge de 15 ans seront absolument incapables de lire Madame Bovary du début jusqu'à la fin. Je dis Madame Bovary, hein, je ne dis pas une tragédie de Racine ou une tragédie de Corneille, parce que ça c'est déjà foutu. Donc le Moyen-Âge c'est terminé, le 16e c'est plus possible, le 17e c'est plus possible, le 18e c'est un peu problématique, mais le 19e c'est encore un peu possible, mais même là on se dit, Madame Bovary ça va bientôt devenir difficile. On a même eu un président de la République nous disant la princesse de Clèves quand même, on n'a pas besoin de ce genre de truc, ça emmerde tout le monde, pour utiliser un peu le style du personnage qui disait cette chose-là à l'époque, chacun s'en souvient, il s'agissait de Nicolas Sarkozy évidemment. Donc cette idée de faire rentrer l'informatique à l'école, c'est l'idée d'en faire sortir les livres par la fenêtre, quoi. Ça rentre par la grande porte, l'ordinateur, le codage, et par les fenêtres, on balance les bibliothèques. Et puis, quand les livres sont dans la cour de récréation, on y met le feu parce qu'on n'a plus besoin de livres, on n'a plus besoin de lecture, on n'a plus besoin d'imaginaire, on n'a plus besoin d'imagination. L'écran suffit bien. Quand vous avez une description d'une armoire chez Balzac, dans le Père Goriot, vous avez 5 pages pour vous décrire l'armoire, et bien quand vous lisez ça, vous êtes obligé de vous faire votre cinéma. Vous êtes obligé de développer vous-même votre imaginaire, votre imagination, vous allez fabriquer les images. On apprend ça quand on lit. Et quand on regarde un film, l'armoire, elle existe, on la voit, on n'a pas besoin de faire fonctionner son intelligence, on a vu une armoire, point, à la ligne, c'est suffisant. Ce que peut le livre, l'image ne le peut pas. Ce que peut le texte, le codage ne le permet pas. Ce que peut le papier, l'écran ne le permet pas. Le livre, comme objet. C'est-à-dire on dit oui mais lire c'est important, et important de lire, l'important c'est pas de lire sur du papier, ça peut être aussi de lire sur une tablette, c'est faux. C'est pas exactement la même chose. On a dans le livre un condensé de temps, et on voit bien que sur la logique linéaire, on a un passé, un présent, un futur. On a commencé le livre, on avance, on progresse, il y a une direction. Dans le livre, il y a une espèce d'hypertexte potentiel qui fait que ça part partout, qu'il n'y a pas de direction, qu'il n'y a pas de ligne directrice. On a une espèce de bouillie, un clou chasse l'autre, et
du texte donne de l'hypertexte, il renvoie des hypertextes, et on était où, et finalement on ne sait plus. Alors que normalement, dans le livre, on fait fonctionner l'imagination, l'imaginaire, on produit des images, on fait fonctionner une intelligence, on fait fonctionner une pensée dialectique, on est capable de fabriquer une phrase, 2 phrases, 4 phrases, un paragraphe, 2 paragraphes, une partie, c'est-à-dire de fabriquer un raisonnement, de produire une pensée, de dire je pars ici, j'arriverai là, et je vous y conduirai avec un certain nombre de techniques et de méthodes. Ça, c'était possible quand on l'apprenait dans un livre. Dans le codage, on n'apprend plus que 0 ou 1. Je like ou je nique, comme je dis souvent, c'est bien, c'est pas bien. C'est le vrai, c'est le faux. Vous aimez, vous n'aimez pas. C'est pour Zemmour contre Zemmour. C'est pour Macron contre Macron. C'est Le Pen fasciste ou Le Pen démocrate ou républicaine. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Si on a le droit à la subtilité, on s'aperçoit que c'est pas exactement comme on voudrait que les choses soient. C'est pas 0 et 1. Quand M. Niel devient ministre de l'Éducation nationale à la place du ministre de l'Éducation nationale et qu'il nous dit « apprenons le codage aux enfants dès l'âge de 8 ans », eh bien, c'est très précisément une invitation à mettre au feu dans la cour de récréation toutes les bibliothèques qui jadis y existaient.